Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV absolument réjouissante. Pourquoi réjouissante? Parce que j'ai devant moi cette gigantesque boîte de la bataille des 5 armées. Alors, ce n'est pas un jeu historique. Et pourtant, c'est Monsieur Guillaume, l'incroyable Monsieur Guillaume, qui est à mes côtés, qui n'est pas seulement spécialiste des jeux historiques, mais aussi des jeux hystériques. T'as te fait rire, ça. Ça me fait rire parce qu'en fait, d'après toi, on n'en sait rien. Hein. Tolkien a dit que ça s'était passé avant l'arrivée. C'est vrai. Donc, alors, cette boîte-là, c'est un petit peu particulier parce que c'est une boîte qui n'existe pas encore. Pas vraiment. Mais t'es complètement fou, si tu l'as entre les mains. Parce que je l'ai entre les mains, mais on ne la trouve pas dans le commerce au moment où... le 7 novembre. Au moment où nous tournons cette Trick Track TV. Ça va arriver bientôt. Alors, je regarde dessus. C'est un jeu, une grosse boîte, mais que pour 2 joueurs. C'est pour ça que nous sommes 2. À partir de 14 ans et plus. C'est pour ça que nous avons des cheveux gris. Ça dure 60 minutes. C'est pour ça que je ne sais pas. Ça, je ne vais pas préparer le... Je précise tout de suite que 60 minutes, c'est vraiment abusé. version accélérée. C'est abusé. Je pense que vous comptez plutôt une bonne paire d'heures. Ça, c'est le truc qu'ils mettent pour que les gens l'achètent à Noël. Une heure, ils vont bien s'amuser. Bon, c'est un jeu de Erdi Meglio, de M. Maggi et F. Nepitello. Nepitello. Et nos copains vénitiens, donc de la bande. Vénitiens, ils sont. Oui, ils sont vénitiens tous les deux. Et donc, qui avaient déjà. Ils sont pas 3, ils sont deux. Qui avaient déjà publié, pour ceux qui suivent un petit peu leurs aventures, le fameux, l'ultra célébrissime jeu. Là, oui, parce qu'après, tu as Roberto. Mais Roberto, il est développeur. Mais le célébrissime donc, jeu La Guerre de l'Anneau, et qui avait également, par la suite. C'était Comac déjà. Développé les. Plus Comac que ça encore. Non, ça tenait dans la même boîte, mais c'est vrai qu'il y avait plus de plateaux, il y avait un peu plus de matériel. Parce que moi je me rappelle, on ne pouvait pas jouer sur une table. Enfin, pas une table normale. Celle-ci, oui. Sur celle-ci, peut-être. Ok, derrière, on me l'a mis à l'envers. Alors, derrière, je vois Smoke le dragon est mort. Donc c'est pas le Seigneur des Anneaux là, c'est le Hobbit. Non, c'est le Hobbit. C'est le Hobbit. Illustration, c'est pareil. Alors je vous dis les illustrateurs. Il y a Luca Graziano, il y a Ben Wooten et Joe Oxon. Et c'est un jeu de Ares Games, donc les petits copains italiens. Ex Nexus, c'est ça? C'est ça. Et qui est publié en français chez Yellow. Exactement, c'est Yellow qui va être publié en français. Enfin, il est même prêt. Le jeu sera disponible, comme je disais, à partir du 7 novembre en boutique. Donc, je pense qu'il est déjà en stock. D'accord. Tu sais combien ça va coûter cette chose Normalement, nous serions à alentours de 75 €. 75 € parce qu'il y a plein de la figurine. Il y a beaucoup de figurines. On retrouve effectivement, ceux qui ont connu la guerre de l'anneau, vous retrouvez effectivement pas mal d'éléments. C'est la suite, quoi, non? Tu vas nous expliquer ça. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le Seigneur des Anneaux suit le Hobbit, mais tu as raison, c'est la suite des publications. Bon, on n'a pas besoin de cette grosse boîte. Si, pour ranger. Après. On va la mettre par le dos vers lui. Je montre quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Là, tu nous as apporté 2 choses. Il n'y a pas ça à l'intérieur. Ça, c'est le premier livret de règles. Oui, c'est celui en anglais, voilà. Voilà, The Battle of the Five Armies. C'est ça. Qui a été donc traduit intelligemment d'ailleurs par la bataille des 5 armées. C'est vraiment bien foutu. Donc voilà, ça c'est celui que vous allez trouver à l'intérieur de la boîte. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de lectures, même si c'est quand même assez aéré, c'est quand même assez bien illustré. Non, le jeu c'est écrit avec des lettres assez claires. Mais c'est vrai que nous avons une foultitude de détails pour revivre l'épopée de nos amis à l'issue. Et oui, alors est-ce que c'est comme dans les Guerres de l'Anneau, plein d'événements, plein de cartes événements, avec des choses qui vont... Des personnages, des événements, des cartes. On va revivre en effet la fin Si je me souviens bien, ça je te les laisse parce que c'est toi qui es le dépositaire de tout ça. Si je me souviens bien, dans la Guerre de l'Anneau, ça reprenait tous les éléments de l'histoire de Tolkien, un petit peu côté militaire, mais aussi côté je vais détruire l'anneau, et les événements se sortaient par ordre non chronologique. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait les zen qui arrivaient, il y avait des choses comme ça, mais c'était les cartes et on les tirait, on ne sait pas dans quel sens, à quel moment ça arrivait. En effet, les cartes, les événements apparaissaient pour représenter ce que l'on retrouvait dans le livre, mais bien évidemment, il n'y avait pas une chronologie fixée, copiée sur celle du livre, puisque ça aurait rendu aucun... Et c'est inspiré de certains jeux historiques, ce genre de mécanisme où on a les événements
soi-disant réels, enfin là, ce n'est pas les éléments narratifs, mais qui vont apparaître dans l'ordre différent de l'histoire. Pour ne serait-ce que renouveler l'intérêt. C'est ça. Donc là, voilà, on est où? Raconte-nous. Tiens, passe-moi le livre, s'il te plaît. Ah oui, tu avais amené aussi un livre, j'ai oublié d'en parler. Livre déjà présenté. Déjà présenté, c'est son livre de chevet favori. C'est vrai, c'est ça. Mais j'en profite, une petite couche, il faut. Donc pour moi, ça a été traduit depuis en français, je le précise. C'est le livre donc du Hobbit, celui qui est annoté, celui qui présente un certain nombre également d'illustrations, et c'est, je pense, je crois qu'il me disait qu'il était annoté. Bon, c'est pas grave. Excuse-moi, Guillaume. Il faut s'habituer. Et donc, cet ouvrage, c'est l'ouvrage de référence. Ouais. Moi, je le conseille à tous ceux qui n'ont pas encore acheté. Ceux qui n'ont pas encore acheté. Tiens, si tu veux faire une caméra déportée pour montrer 2-3 petites choses à l'intérieur. C'est celui qui est le plus complet, celui qui donne le plus d'informations. Et bien évidemment, par rapport au jeu que nous présentons aujourd'hui, cela correspond à la toute fin de l'ouvrage, puisque c'est lorsque Smaug a été abattu par la fameuse flèche noire, tirée par Bard, que les gobelins, les hordes de gobelins décident de s'emparer du trésor qui gît donc, sous le mont solitaire, trésor protégé par Thorin, qui a récupéré, bien évidemment, à ce moment-là du récit, il ne dessinait pas toujours très bien. Il a fait des magnifiques dessins, Tolkien, mais là, bon, c'est plutôt un petit crobard. Voilà, mais ça, c'est la fin de Smaug, telle qu'on la voit. Et c'est cet épisode qui s'appelle la bataille des 5 armées, où nous allons voir les nains, les hommes de la ville du lac qui vient d'être réduite en cendres, et les elfes de Thranduil. Alors Thranduil, c'est le papa de Legolas, on essaie de replacer tout ça dans un an. Donc affronter des hordes de gobelins pour justement le contrôle du mont solitaire, et bien évidemment de ses richesses, gobelins qui sont menés par l'ignoble Bolg. On est combien de temps avant la guerre de l'anneau, là, à peu près? Là, nous sommes 70 ans avant la guerre de l'anneau. C'est lorsque Bilbo était encore jeune. Il y avait déjà la guerre. Avant la guerre, il y a souvent eu la guerre en Terre du Milieu, et ceci n'en est qu'un épisode. Bon, alors donc tout ça pour dire que, bien évidemment, ce jeu est tiré du livre, donc de la licence livresque, et non pas du tout des films de Peter Jackson, puisque comme vous le savez, le dernier opus devra être sur les écrans, je crois, aux alentours du 15 décembre. Il y a un genre de phale, t'as vu? Oh, c'est méchant ce que tu veux dire. Ouais. Et bien évidemment, ça n'est pas tiré du film, donc on ne sait pas du tout ce que Peter Jackson va nous réserver dans son dernier film. Ouais, on est habitué aux grandes batailles. Aux grandes batailles, voire un petit peu avec des distorsions également des œuvres dont il s'inspire. Mais là, nous sommes vraiment dans le livre. Sérieux, quoi, dans l'historique. Dans l'historique du livre tolkienien, exactement. Alors, dans le vif du sujet. Allons-y. Là, l'installation, c'est quoi? Alors l'installation, c'est la mise en place. C'est la mise en place du jeu tel que vous devriez donc l'avoir lorsque vous suivez les règles pour débuter une partie. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui sont habitués à la guerre de l'anneau, pour ceux qui ont joué également la boîte qui reprenait les batailles de Minas Tirith et du Gouffre de Helm, qui était en fait le deuxième opus à avoir été publié sur le sujet. C'était sorti chez qui, ça? C'était sorti chez... Alors, c'était Nexus, et ça avait été repris, si je ne dis pas de bêtises, par Asmodée à l'époque. C'est passé par plusieurs sites. Il y a eu plusieurs éditeurs. Vous serez en effet familier à la mécanique de jeu dont le cœur est l'utilisation de ces dés gravés qui propose, tiens, si tu veux les montrer, prends les deux, prends-en un de chaque couleur. Prends-en un de chaque couleur. Gravé. Voilà, qui représente des pictogrammes. Ces pictogrammes, les bleus pour les gentils, hein. Voilà, les bleus pour les gentils, les rouges pour les méchants. Méchants, voilà. Et ces pictogrammes vont autoriser, après un lancer aléatoire, les joueurs à mener un certain nombre d'actions, telles que nous allons le voir dans la fiche des actions, le tableau de référence. Voilà, il y a aussi des dés normaux. Alors les dés normaux sont pour les combats, et c'est vraiment le cœur du jeu, c'est-à-dire que vous avez un lancer de dés aléatoires. Donc, ça, ce sont les symboles des dés qu'on retrouve. Exactement, que l'on retrouve. Ensuite, à vous d'organiser vos actions. Et le tour de jeu derrière. C'est quand même assez comaque, hein. Il y a du... C'est pas très compliqué, c'est vraiment l'enchaînement des actions qui va apporter toute la richesse et tout le sel au jeu. Donc ça c'est le cœur du jeu, c'est le lancer de ces dés, et ensuite nous allons jouer par alternance
des actions. Ensuite, ce que nous allons trouver bien évidemment dans ce jeu, ce sont des figurines, puisque c'est quand même un jeu d'affrontement. Je vais vous en montrer. Alors, les figurines, les rouges sont toujours les méchants, les bleus sont toujours les gentils. Le rouge, la troupaille, c'est ça. Alors c'est ça, c'est de l'orque, c'est de l'orque de base. Prends-moi un petit gobelin avec une arbalète. Ça c'est du gobelin. Vous avez du gobe avec de l'arbalète. Voilà. Vous avez du warg. Vous avez du warg. Voilà, du warg ici. Il y a qui est du gobe à loup. Voilà, c'est ça, du gobe à loup. Ensuite, il y a les grosses brutasses. La brutasse, qui est de l'orque. Des orques gonfleuses amphétamines. Ouais. Et ensuite, vous allez avoir des chauves-souris. Des petites chauves-souris. Qui sont plutôt grosses, qui sont là pour vous niaquer. Et puis, c'est tout déjà côté des méchants. Alors, tu peux montrer Bolg. Alors, Bolg. Voilà, une figurine unique. Alors, Bolg, c'est le héros. Enfin, c'est le héros. Enfin, c'est le méchant. Quand t'es Sauron, c'est ton héros. En fait, Et puis, face donc aux hordes indomptables des méchants. Alors, Bolg, il a sa petite fiche, rien qu'à lui. Il a sa petite fiche, rien qu'à lui. Nous allons avoir des nains. Alors, tiens, ça, c'est un nain d'élite. Voilà. Nous allons avoir Alors, ça, c'est un nain d'élite, tu dis voilà, le nain d'élite. Voilà, c'est ça. Nous allons avoir des humains. Ça, c'est quoi ça? C'est un humain. C'est un humain de Lac-Ville. Voilà, de l'elfe. Et là, nous avons deux elfes, donc de l'infanterie lourde, on va dire, et de l'archer. Et puis ensuite, nous allons avoir les aigles. Les fameux aigles. Les grands aigles, ceux que l'on retrouve durant toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et puis les personnages. Et ça, c'est ce qui est très intéressant. Donc ici, Thranduil, Gandalf. Alors, Gandalf, salut Gandalf. Voilà, Daïn. Alors, Thranduil. Donc, le roi des elfes de la forêt, donc le père de Legolas. Daïn, donc, qui fait partie des nains du Mont du Fer qui viennent rejoindre Thorin. Ça, c'est Bard, donc c'est celui qui a abattu Smaug. Lui, il a pris beaucoup d'XP, là, en peu de temps. Avec sa petite flèche, là. Avec sa petite, voilà, ça c'est Bilbo. Alors il ne sait pas encore dans quoi il met. Il sait pas encore dans quoi il vient chercher un trésor, Bilbo. Il ne sait pas encore dans quoi il a mis le doigt, mais il va comprendre plus tard. Ça c'est Thorin. Donc celui qui est venu réclamer en effet le trésor des nains. Alors, le roi des aigles qui bénéficie d'une couleur particulière. Et puis enfin l'ami des enfants, Nounours, à savoir Béorn. Et le fameux Béorn, qui n'est pas que un ours. Non, qui est un humain, c'est-à-dire un ours-garou. Et ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, tous ces personnages vont avoir des pouvoirs. Donc la richesse du jeu va venir de l'interaction de ces personnages avec les actions qui vont être menées pour déjà coller en effet au livre. Donc on va vraiment avoir l'impression de revivre les événements du livre. On est vraiment à fond dedans. Et ils vont... Tiens, oui, c'est pour que je récupère. Je te rends tout ça. Voilà. Donc, tu les avais mis sur des petites cases, là, si tu veux nous expliquer tout ça après. Ça, je replace ici. Voilà. Donc, on avait fait la mise en place. Ça, c'est la mise en place de toutes les parties. Tout à fait. Ça démarre toujours comme ça. Ça démarre toujours comme ça. C'est la situation de départ. Au début, nous avons donc les ruines de Dale. C'est là-dessus que... Non, c'est pas là-dessus que Smaug s'est cassé. Pas du tout. Ça, c'est le village que Smaug rase au moment où il prend le contrôle du Mont Solitaire. En apéritif, il décide de raser, de s'entraîner, de se défouler sur Dale. Charmante bourgade. Il est parti. Non, il n'est plus là, il est mort. Voilà. Et ensuite, il va s'occuper des nains en pénétrant donc, dans le Mont Solitaire pour les chasser et s'octroyer leur trésor, dont, bien évidemment, la réputation avait franchi les limites du monde connu. Maintenant, ce qui est par rapport en effet au plan de jeu tel que vous le découvrez, on va avoir des objectifs militaires pour les méchants comme évidemment pour les gentils à tenir pour remporter la partie. Alors le but du jeu finalement pour les méchants, c'est essentiellement d'occuper des endroits. Alors ces lieux sont bien évidemment la Grande Porte, c'est-à-dire l'entrée du royaume des nains. Mais vous avez également deux autres lieux qui sont très importants. Quand tu dis vous, ça veut dire que c'est moi les méchants. Toi, t'es le méchant. C'est ça. Tu seras le méchant aujourd'hui. Oh, très bien. Donc, il y a une colline qui s'appelle Mont Corbeau. Alors, c'est Raven Hill en anglais. Ici, vous avez le contrefort oriental qui est une partie de la citadelle qui protège la vallée. Donc, ça, ce sont les points qui remportent le... Alors ça, j'en viens juste après. Ça sont ceux qui rapportent le plus de points. Parce que j'allais dire, il y a des petits carrés bleus. J'imagine que c'est les objectifs donc des méchants.
Alors, oui et non, non. Les carrés bleus, ce sont en fait les zones dans lesquelles on va pouvoir effectuer des ralliements, c'est-à-dire recruter et faire apparaître des troupes pour justement les gentils. Ensuite, lorsque vous avez ici, comme par exemple ici, un triangle de pierre, cela signifie que vous êtes face à une fortification. Donc c'est plus difficile à conquérir. Donc évidemment, la très grosse fortification... Donc la grande porte, c'est blindée. C'est celle de la grande porte. Ouais. Là, il faut être très costaud. Ça ressemble à une bouche d'égout pour toi, hein. C'est toi qui le dis, hein. Non, pas du tout. Là, il y a les petits personnages à côté. Et ensuite, donc j'en reviens aux conditions de victoire, les 3 lieux remarquables avec les fortifications valent 4 points, et vous avez ensuite des camps, des villages, qui sont représentés par les pentes inférieures, les ruines de Dale, le camp avec les nains, et puis le pont écroulé ici, qui rapporte 2 points de victoire. Alors en fait, c'est très simple, le méchant l'emporte lorsqu'il a atteint 10 points de victoire à la fin d'un tour. Si il réussit à obtenir 10 points de victoire n'importe quand durant un tour, en prenant la grande porte, c'est une victoire automatique, c'est une mort subite. Et bien évidemment, le but des gentils, c'est d'empêcher le méchant d'y arriver. Le gentil, là, il résiste. Le gentil résiste. Comme dans le livre, il résiste de plus en plus fortement, mais il doit résister, il est plutôt en position défensive. Alors lui va gagner en fait, de 3 manières. Soit il va réussir à tenir suffisamment longtemps. Alors, quelle est cette piste? Alors, justement, c'est une sorte de sablier. Alors, c'est pas un compteur de tours, justement. C'est une sorte de sablier qui va permettre d'activer des personnages spéciaux avec des pouvoirs très forts. Donc, comme Bilbo, qui n'est pas en jeu au début de la partie. Thorin, qui est en fait protégé derrière la grande porte et qui n'apparaît pas au début, exactement comme dans le livre, hein, pour ceux qui ont lu le livre, Thorin en fait attend de voir ce qui se passe jusqu'à ce qu'il décide d'intervenir. Les aigles, qui bien évidemment interviennent là encore tardivement, mais de façon décisive sur l'appel de Gandalf. Et enfin Nounours, qui lui aussi se décide à intervenir très tardivement et fait le ménage à l'issue du... Il y a un petit curseur ici qui va avancer. Alors ce curseur va avancer, on va voir comment, le long de cette piste, qui est donc pourquoi je disais un sablier, parce que lorsque vous aurez atteint la case numéro 15, si le méchant n'a pas remporté son objectif de victoire à ce moment-là, c'est une victoire automatique pour les gentils. Donc vraiment, le méchant doit assez rapidement régler son compte, à Gandalf et à ses amis, sinon de toute façon le temps joue contre lui. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que si le méchant prend justement un petit peu trop de temps et qu'il n'a pas obtenu 6 points de victoire, donc en occupant les lieux que je vous ai indiqués tout à l'heure, et que Beorn entre en jeu, défaite automatique, c'est-à-dire qu'il a pris trop de temps. Troisième manière de gagner, de l'emporter pour les gentils. C'est 6 points ici. Hein. Ici, 6 points. Ouais. Il faut qu'il ait moins de 6 points. Donc, moins de 6 points, ça voudrait dire qu'il aurait pris, par exemple, seulement ces deux lieux, ça ne fait que 4. Ou alors, il aurait pris uniquement le contrefort oriental, ça fait 4. C'est moins de 6, donc c'est-à-dire qu'il est quand même pas arrivé à grand-chose. Donc on abrège ses souffrances, oui, on met les pouces, c'est fini. Non mais il faut rentrer chez toi maintenant. Voilà, il faut que tu peux y aller. Et sinon, on peut également tuer Bolg, qui est le chef voilà, on peut également le tuer. Alors Bolg rentrera en jeu d'une manière spécifique. Si vous tuez Bolg, de toute façon, comme c'est le grand patron des armées du mal, eh bien, elle se débande, elle rentre également à la maison. Voilà, donc ça c'est voilà, ce qui fait que il y a des objectifs de victoire un petit peu asymétriques. C'est vrai que donc Bolg il est très puissant. Bolg est très costaud, très exposé. Et disons qu'il faut le jouer en effet de manière relativement conservatrice pour pas s'exposer, notamment comme dans le livre, un retour offensif de l'ami Beorn, qui dans le livre, lui, le broie entre ses pattes puissantes et velues. Donc ça, c'est l'objectif pour notamment le joueur de l'ombre qui a définitivement l'initiative. Dans ce jeu, c'est vraiment lui qui va, dans tous les cas, au début de la partie, donner le tempo, dicter le tempo pour pouvoir justement l'emporter. Alors, ensuite, comment fonctionnent un petit peu les différents mécanismes? Parce que là encore, on est très très proche de l'esprit du livre, ce qui est tout l'intérêt du travail donc de nos auteurs italiens. Je sens que vous allez nous parler de toutes ces jolies petites cartes. Alors on va passer en revue. On va passer en revue déjà 2-3 mécanismes qui sont assez intéressants pour montrer jusqu'où ils sont allés dans le détail. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, la règle n'est pas très compliquée. En revanche, ce qui va donner sa profondeur et ce qui va apporter tout le sel au jeu, ce sont en effet tous ces détails, tous ces points de règle, mais qui sont finalement très fidèles au livre. Et lorsque vous jouez, vous avez vraiment l'impression d'être en effet dans cette ambiance tolkienienne. Immersion totale. Immersion totale. Alors, le premier point, c'est que vous allez avoir les orques qui partent donc du coin supérieur gauche et qui vont devoir défiler à l'intérieur de ce cirque qui est ceint entre les deux monts
qui se trouve donc aux deux extrémités du plan de jeu, évidemment la grande porte. Ça, c'est tout à fait décrit dans le livre. Donc, on est les forces de l'ombre sont obligées en fait de venir à l'intérieur. Ça sent le guet-apens. Ça sent un peu le guet-apens, c'est vrai. D'ailleurs, c'est grâce à ça que les gentils résistent. Et vous allez avoir l'apparition de gobelins qui sont sur ces cases spécifiques et qui, dans le livre, donc, apparaissent sur les flancs des alliés pour pouvoir essayer de les déborder en passant par la montagne. Donc c'est un mécanisme particulier déjà du jeu qui a été retranscrit de manière relativement fidèle. Exactement. Ils arrivent par deux endroits et vous avez un pion qui est celui-ci. Ce pion montre en début de partie que les passes sont fermées. À partir d'un certain moment, les passes vont s'ouvrir et les gobelins vont commencer à déferler sur les arrières. J'arrive là-bas. Une fois que je suis suffisamment nombreux, j'ouvre la passe, je passe ici et ensuite, voilà, je déborde. Donc ça, c'est l'un des premiers mécanismes qui représente donc, en fait. C'est un gratouille là. C'est surtout qu'ils sont nombreux, donc à un moment ça déborde. Ensuite, il y a autre chose qui est intéressant. Si tu peux me passer, cette règle. Voilà, c'est assez surprenant. On peut le dire, ça vient vraiment là du jeu de figurines pour ceux qui pratiquent. Alors ça, c'est très intéressant parce que d'un côté, nous avons en fait la puissante magie de Gandalf. Ah, c'est Gandalf. C'est Gandalf qui balance en fait une grosse boule de feu. Après du socle, là, petit, vous avez Gandalf. Voilà. Là, vous avez Gandalf, tout petit, qui envoie. Et alors, de l'autre côté, montre de l'autre côté. Alors, ceux qui sont dessous, ils sont contents, là. Et monte de l'autre côté, vas-y, retourne la règle. Et là, vous découvrez, en fait, voilà, les elfes ou les humains qui tirent des volées de flèches sur des orques. Donc ça, c'est la distance. Ça, c'est pour contrôler la distance, mais c'est surtout pour représenter ce qui se passe là encore dans le livre. C'est-à-dire que ici, vous avez des archers elfes qui sont en hauteur et ils vont venir, vous voyez, canarder tout ce qui va passer à portée. Alors c'est simple, je pose ma règle et regardez. Là, ça tape. Alors, ça peut taper aussi ici. Donc, bien évidemment, en début de partie, il ne se passe pas grand-chose. Et tu le poses où tu veux, là. Tu le poses dans une région et tu tires. Voilà. Alors, Gandalf, qui est présent à Montcorbeau au début, c'est la même chose. Sauf que lui, il envoie des boules de feu. Et alors, lui, il tire. Et c'est comme ça que vous allez voir. Non, ce qui est intéressant, c'est que ça retranscrit, en fait, les événements qui se passent dans le livre. Alors, ils ont trouvé cette mécanique avec cette petite règle, un petit élément 3D. Voilà, c'est sympa. Tu peux faire une jolie plume, comme ça aussi. Voilà, aussi, on peut l'utiliser à plein de fins. Mais bon. Après, c'est ce que vous voulez. Voilà. L'autre élément important du jeu, ce sont, donc, comme on l'a vu, les personnages. Alors, on vous a montré les figurines. En revanche, ces personnages, voilà, je prends Gandalf, ils ont chacun une fiche. Et cette fiche, la carte d'identité de Gandalf. C'est ça. Très rare. C'est ça. Papier, s'il vous plaît. Et Gandalf va pouvoir mettre en jeu un certain nombre d'effets qu'il va pouvoir mettre en jeu. Et là encore, c'est relativement intéressant puisqu'on colle au livre, on est vraiment dans l'atmosphère du livre. Alors évidemment, Gandalf, l'un de ses pouvoirs, c'est ce que vous avez vu, c'est envoyer des boules de feu, donc un feu magique. Et ce sera à vous de l'utiliser avec parcimonie. Parce que ça coûte cher, mais c'est quand même diablement efficace. Voilà, il est quand même représenté. Voilà. Et donc là, vous avez les petites instructions de mise en place. Exactement. Alors, et c'est vrai que tous ont leurs fiches. Donc Beorn a ses propres pouvoirs qui vont être détaillés dans certaines cartes spécifiques. Bon, alors, je te rends le petit Gandalf. Ça, tu me le rends, voilà, ça tu peux me le rendre. Alors ensuite, pour parler justement des personnages spécifiques, nous allons avoir un paquet de cartes qui leur est propre et qui va être activé lorsque justement ce marqueur, ce curseur, va se déplacer sur cette échelle. D'accord. Et là, nous allons avoir des cartes qui sont toutes favorables aux alliés, qui leur permettent de renforcer leur héros. Alors c'est vrai que Beorn est déjà très costaud, mais vous pouvez lui adjoindre des cartes qui vont le rendre encore plus agressif ou lui donner des points de vie. Ça tu mélanges Alors c'est mélangé avant chaque début de partie et à chaque fois que le curseur avance, lorsque le symbole elfique apparaît à côté d'un chiffre indiqué sur la tuile, on tire une carte. Alors ça n'apparaît pas forcément, mais en tous les cas c'est très efficace et ça permet justement d'avoir là aussi des parties renouvelées. Je vais récupérer le matériel. Hop. D'accord, donc événement favorable aux gentils. Voilà, c'est ça. Ensuite, ça m'intéresse pas tellement. Chaque camp va avoir son propre deck, sa propre pioche de cartes. Donc ça c'est bleu, c'est la qui sont des cartes en fait, qui sont des cartes récits qui reprennent bien évidemment les événements qui se passent dans le livre. Alors il y en a un pour chaque camp. Donc.
et qui permettent, exactement comme ce que l'on avait Avec connu dans la guerre de l'anneau notamment, de revivre les temps forts de l'action. Avec des références littéraires. Même chose du côté de l'ombre. Ouais. Ajouter la tuile pierre d'arcane à la pioche du destin. C'est ça. Bon, très bien. Je vais montrer quand même. Donc la même chose chez les moches. Voilà, je prends celle-là par exemple. Donc des textes, bon, c'est pas très long en général, voilà. Donc c'est chacun de notre paquet. Voilà. Notre livre. Et en fait, vous allez piocher tous les tours de jeu, un certain nombre de cartes dans cette pioche. Cartes qui sont relativement puissantes, mais qui vous permettent, là encore, de revivre les événements. Voilà. Exemple, mouvement de masse, choisissez jusqu'à 2 armées des ténèbres et déplacez chacune d'elles de 2 régions maximum. Voilà, ce que vous ne pouvez pas faire en utilisant les dés normaux lors de vos actions de jeu. Donc ça veut dire que ce sont toujours de toute façon des actions qui vous sont bénéfiques. Bon. Et elles vont être réformées, ces cartes, on va les recycler? Non, une fois que la pioche est épuisée, c'est fini. Donc, à utiliser avec parcimonie. À utiliser avec parcimonie, surtout dans les parties un petit peu longues. Ensuite, il va y avoir un certain nombre de cartes qui sont pour le coup des événements qui interagissent sur la partie, mais des événements neutres, et qui peuvent être utilisés soit pour agir directement dans votre tour de jeu, soit lors des combats. Et donc pourquoi il y a 2 textes là-dessus? Voilà, parce que justement, la partie supérieure, ce sont des événements, mais neutres, un petit peu identiques à ceux que l'on a vus dans les 2 pioches spécifiques. Et le texte sur la partie inférieure de la carte, ce sont les actions de combat que l'on ne peut utiliser. Donc on va garder en réserve pour évidemment essayer de tendre d'embuscade un petit chose trappe à son ennemi lors des combats. Petite surprise. Quand il vient. Gamin. Voilà. Et enfin, les dernières cartes que l'on va avoir en main, ce sont justement les cartes dites de combat. Alors tiens, je te les montre. Il y a que des bleus, là, c'est que pour toi ça? Parce que tu as les mêmes côté rouge. Ah, d'accord. Et ces cartes de combat vont être utilisées justement lors des affrontements et représentent les types d'unités qui vont s'affronter. Parce que ces cartes, comme nous sommes dans un jeu aussi un petit peu tactique, vont vous apporter des bonus qui sont liés Donc ça, on les a toujours en main ? Ça, on les a uniquement lors des combats. Lorsqu'un combat est initié, on va prendre en main les cartes correspondant aux unités attaquées. De manière à avoir les caractéristiques. De manière à avoir les caractéristiques. Et ensuite, chacun va jouer secrètement lors des combats, soit cette carte, c'est pour ça que les dos sont identiques. On l'active en fait. Ouais, on l'active. Alors voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, les dos sont identiques ici. Sauf que ceci, c'est une carte qui vient de la pioche événement. Ça, c'est une carte permanente qui vient en fait de votre réserve d'unités. Et vous allez choisir lors des combats, ou pas d'ailleurs, parce que vous faites ce que vous voulez, mais de mettre en jeu soit une carte justement qui va vous permettre d'avoir un bonus en combat, soit d'activer l'une de vos unités. Et donc l'autre joueur ne le sait pas. Et l'autre joueur ne fait que le découvrir lors de la résolution du combat. Voilà. Donc il y a du bluff. Donc il y a une part de bluff. Même si certaines choses sont prévisibles, puisqu'on sait très bien quelles sont les unités que l'on combat. Alors là, ça c'est la présentation générale. Maintenant, il y a 2-3 petites choses sur lesquelles je voudrais revenir, qui sont liées notamment à l'évolution, parce que c'est l'un des éléments moteurs. Cette fameuse table d'apparition, voilà, table d'apparition des super forts gentils. Ouais. Et surtout avec l'objectif, dans le cadre d'une stratégie alliée, d'aller chercher par exemple la case numéro 15 ici. Lorsque débute la partie, l'allié a 3 généraux, 4 généraux en jeu, c'est-à-dire Thranduil, qui se trouve ici, Gandalf avec lui, Dain et Bard. Et il va pouvoir utiliser les capacités spéciales de ces personnages, qui sont des personnages relativement puissants, dont on a montré tout à l'heure en effet Gandalf. Et il va décider avec des jetons de placer ou d'activer en fait ces personnages comme des généraux. À partir du moment où il va le faire, et c'est là où on rentre maintenant dans la subtilité du jeu, il va pouvoir bénéficier bien évidemment de leurs attributs. Mais en faisant ceci, il va permettre... Ça les fatigue peut-être. Ça les fatigue pas spécialement, c'est que ça motive l'ombre à être encore plus méchant, plus agressif. Le Gandalf, on veut péter sa tête. Ouais. Et ce qu'il se passe, c'est qu'en début de partie, nous avons ces tuiles. Alors tiens, je vais te les passer, parce que c'est surtout toi qui les pioches en fait. Tu peux les montrer. Moi le méchant, tu veux dire. Ouais, et puis tu récupères ça également, ce sont 2 tuiles spéciales. Alors sur des tuiles. Prends 0, 1, 2, 3. Alors, et il prend les 2, 3, le 3 bleu et le 3 gris. Comme ça, et le 3 gris. Voilà, par exemple. Voilà. Donc ce que vous découvrez, ce sont en fait les tuiles que va piocher le joueur de l'ombre. L'affreux. Mops, quoi. Et le résultat indiqué sur la tuile, c'est le nombre d'espaces
que va franchir le curseur. Donc bien évidemment, plus la valeur de la tuile est importante et plus le nombre d'espace va être important. Et à chaque fois que vous allez dépasser l'un des héros, vous allez être capable de l'activer. Premier point. Mais moi, j'ai pas envie tellement que tu actives tes voilà. héros. Comme je le disais tout à l'heure, si jamais le curseur atteint Beorn et que le joueur de l'ombre n'a pas atteint 6 points de victoire minimum, défaite. C'est un kéké, mais défaite automatique. Et si jamais le curseur arrive bien évidemment à 15 et que le joueur de l'ombre n'a pas gagné, comme vous l'avez compris, défaite également immédiate. Donc ça signifie que la relation entre l'activation des chefs alliés et ce que va tirer le joueur de l'ombre, c'est que lorsque vous jouez plus de 1 général pour activer sa capacité, le joueur de l'ombre, lui, va être capable de défausser un nombre équivalent de tuiles. Donc j'active 3 généraux. Donc c'est sûr que je vais pouvoir faire du recrutement, je vais pouvoir utiliser les capacités spéciales, tout ça, c'est très bien. Mais lorsque Mops va tirer les tuiles, s'il tombe sur une tuile 3, il est capable de dire bah non, celle-là je vais pas la jouer. Tu m'étonnes. Évidemment. Alors il va en tirer une deuxième, il tombe sur un 2, il l'écarte, et comme j'ai activé 3 généraux, s'il tire un 1, là lui il est obligé de le conserver, mais ça l'intéresse parce que bien évidemment il ralentit la progression de ce marqueur. À l'inverse, si je n'active qu'un seul général, et que Mops tire un 3, il est obligé d'appliquer le 3. Les 2 tuiles que vous voyez sont des tuiles, le 0 et le 3. Oui, parce qu'elles sont toutes grises, alors il y a le 0 et le 3. Voilà, alors ça, ce sont des tuiles qui sont mises en jeu justement à l'aide des cartes récits qui correspondent à chaque pioche. Et bien évidemment, une favorise le joueur de l'ombre, l'autre favorise les alliés. Donc ça, c'est vraiment le cœur du jeu. Pourquoi ? Parce qu'en termes de stratégie, vous pouvez avoir 2 types de stratégies, on va dire, bien démarquées du côté allié. Soit j'active le plus possible mes généraux pour bénéficier de tous leurs avantages, mais je sais que sur la piste, ça va pas avancer. Ça va pas avancer vite. Et je vais en permanence laisser l'opportunité aux joueurs de l'ombre de retarder finalement l'activation de mes héros. En revanche, je vais pouvoir, militairement parlant, être relativement fort et assez vite. Soit au contraire, je décide d'utiliser à minima les pouvoirs de mes généraux. On revient à l'idée du guet-apens. Mais en revanche, je vais aller chercher tout un tas de personnages qui, eux, ont des pouvoirs aussi très costauds. Et surtout, je vais en permanence faire peser une épée de Damoclès sur la nuque de mon ennemi. Parce que non seulement il y a Beorn, bon, il est quand même costaud, mais surtout, voilà, il y aura cette poursuite. Donc ça, c'est la stratégie rush, on va dire. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Il y a le rush du méchant qui, lui, veut tout envahir, et le rush du gentil qui, lui, veut laisser le temps Et donc, passer. c'est à lui de faire un choix. Alors après, bien évidemment, vous pouvez avoir la stratégie du milieu, c'est comme d'habitude. Et oui, surtout dans ces terres-là. Voilà, exactement. C'est bien quand il suit, j'adore. Ensuite, le deuxième point important, ce sont les combats. Alors, comment se passent les combats ? Les combats se déroulent à l'aide de dés, qui sont en fait... Ça, ce sont des dés d'activation. Alors ça, ce sont les dés d'activation, oui. On reviendra sur... Là, on les montre pas, ce sont des dés normaux. Non, justement, justement, c'est pour ça qu'on les montre. Ah oui. C'est que pourquoi y a-t-il 2 couleurs ? C'est parce que en fonction... Parce que c'est plus beau. Non, c'est pas vrai. Et je sais que tu es un peu un scar refoulé et que tu adores le noir et le blanc. Mais c'est parce que les dés vont correspondre au type d'unité que l'on aura activé justement à l'aide de ces cartes spéciales. Pour pouvoir déclencher le pouvoir de la carte spéciale, il faudra réussir alors, il faut donc déterminer la couleur que l'on veut jouer, mais ça, ce sont les dés spéciaux qui correspondent à l'unité dont on a mis la carte en jeu. Ça, ce sont les dés restants. Et si l'on réussit sur donc un 5 ou un 6, en l'occurrence, c'est ce qui est demandé, à toucher son adversaire, on va pouvoir activer la capacité spéciale de son unité. Après, c'est très simple, les combats, lorsque des unités arrivent au contact comme ici, alors c'est pas le bon exemple, mais celui-ci par exemple, on s'arrête juste à côté, on décide d'aller se battre. On va pas dessus. On va pas dessus, on se déplace, on s'arrête sur la zone adjacente et on décide de combattre. Lorsqu'il y a combat, par exemple ici c'est assez simple, et voilà, ça va être un combat à 2 contre 2. De toute façon les combats sont simultanés, donc ça n'a aucune importance de savoir qui lance les dés en premier. Ce qui se passe, c'est que bien évidemment dans ce cas-là, moi je serais tenté de jouer ma carte homme de Laqueville, puisqu'il n'y en a que 2. Bien évidemment, Mobs va jouer les wargs, puisqu'ils ne sont que 2. J'ai que ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre par exemple chacun 2 dés. Là, on les roule. Voilà, ici. Moi, je fais 3 et 1, donc je ne touche pas. Voilà. Et Mobs fait 6 et 3. Donc on touche sur un 5 ou un 6. Alors après, ça peut varier en fonction de certaines spécificités. Mais c'est le principe de base. Et là, non, justement, pas du tout. Et c'est là où ça change. C'est pour ça que j'en parle, Mobs. Nous allons faire intervenir ce que l'on appelle les points de dégâts. Les points de dégâts étant représentés par ces petits triangles avec un T elfique. Voilà des points de dégâts. Voilà. Et les points de dégâts, lorsqu'ils sont appliqués, tiens, rends-moi un, s'il te plaît. T'en as plein là-bas. Bah oui, pardon. D'accord. Je le pose dans
la zone concernée. D'accord. Et ça signifie que j'ai subi un dégât. Ah ouais. La particularité du jeu... Tu t'en tires pas mal parce que... Ouais, je m'en tire pas mal. C'est que ça va, tant que l'on ne dépasse pas le nombre de figurines avec ces points de dégâts, il ne se passe rien. En revanche, c'est un petit peu comme la marée qui monte. Dès que on arrive à un nombre de points de dégâts supérieur au nombre de figurines, bien évidemment dans la région, eh bien on est obligé, pour le coup, d'appliquer les dégâts. Et les dégâts s'appliquent de manière très simple. Pour 2 points de dégâts, je supprime une figurine. Clac, fini. Ça veut dire que la prochaine fois que tu me touches, je suis mort. Quelles que soient les figurines. Quelles que soient les figurines. Okay. Et imaginons, elles peuvent se déplacer, ces figurines. Bien sûr, mais elles se déplacent avec les dés. Je vais revenir justement sur les dés d'activation. C'était pour expliquer le système des dégâts. Donc le système des dégâts, des combats et des dégâts, c'est relativement simple. Après, l'attaquant décide quand il veut de s'arrêter. C'est plus délicat pour le défenseur. Notamment parce qu'il y a des règles en fait pour battre en retraite ou pour partir en déroute sur le plan de jeu. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est simple, sachant qu'une armée c'est 5 unités maximum. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut on ne peut lancer que 5 dés au maximum. Encombrement de zone, donc 5. Voilà, 5 maximum, quel que soit d'ailleurs l'endroit sur la carte. Et ensuite, les chefs, donc par exemple Bolg, ou d'autres chefs qui vont être représentés par des pions. Où sont-ils ces pions? Voilà, par exemple ce pion-là. Et puis toi, tu prends ce pion-là, par exemple. Hein. Ça, ce sont des pions en fait commandants. Ce sont des pions de chefs. C'est les chefs qui n'ont pas été cités par Tolkien. Ouais, apportent des bonus, c'est-à-dire que ça vous autorise à relancer les dés. Des PNJ chefs. Ouais, c'est ça. Ça vous autorise à relancer les dés pour pouvoir toujours infliger des dégâts. Alors après, je reviens sur la particularité des 3 forteresses que l'on voit en fait ici. On retrouve ce triangle, ce fameux triangle. Ce fameux triangle. Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire que là, vous allez avoir... Tiens, ça, on va le remettre ici. Vous allez avoir une sorte de siège qui va être effectué dans ces zones. Et tant que vous n'avez pas détruit la fortification, les personnages et les unités combattantes sont protégés. Et là, vous ne pouvez toucher que sur un 6. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué. Oula. Donc d'abord, vous devez détruire, par exemple ici, vous avez 3 niveaux de forteresse. Alors ici, c'est 6, évidemment, c'est la grande porte. Donc le joueur de l'ombre doit d'abord réussir au moins 3 fois à faire un 6, d'une manière ou d'une autre, sauf s'il a des cartes, évidemment, qui l'aident. Et pendant ce temps-là, il se fait canarder, évidemment, par ceux qui sont protégés. Justement, je voulais montrer un truc, parce qu'imaginons, il y a, je pense, qu'est-ce qu'il fout là, lui, tu vois, il arrive là. Je reprends le truc de tout à l'heure. Ça, c'est bon, ça. Donc... Mais non, mais il le tue, puisqu'il est dans il est dedans. D'accord, j'allais dire. La zone là, elle est pas... Non, mais c'est comme un compas. Donc tout ce qui est dans la zone peut être flagellé à loisir. Pipoter pour savoir si on peut pas se faufiler dessous. Voilà, donc ça c'est le principe des combats. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir. Alors justement, tiens, je vais te redonner ceci. Tiens, est-ce que tu peux le mettre en caméra déportée pour revenir sur les dés? Alors les dés c'est le moteur du jeu. On va commencer par l'armée. Oui, non, mais de toute façon, les dés présentent les actions des 2 camps. Et c'est tout le sel. Hein. C'est pour ça qu'on va finir la présentation du jeu sur cette... tu peux pas... Non, on peut pas... tu veux que j'aille plus loin? Si tu peux zoomer, parce que... Un tout petit peu, hein. Tu peux pas plus? Bon, d'accord, ok, bon. Voilà. C'est mieux. Alors, voilà, donc sur les dés, vous avez des faces avec des pictogrammes. Donc là, on a le pictogramme armé, c'est ça? Voilà, par exemple, le pictogramme armé. Alors, le pictogramme armé va vous permettre de déplacer une armée ou d'attaquer avec une armée. Et c'est à vous de décider à quel moment vous allez le jouer. Et pour en faire quoi? Ensuite, vous allez avoir un pictogramme, par exemple, qui est celui d'un palantir. Alors, le palantir, c'est l'événement. Le palantir, voilà, c'est l'événement qui vous permet, par exemple, de jouer une carte de votre main ou d'aller piocher des cartes. Ensuite, vous allez avoir un événement qui est, par exemple... Une volonté de l'Ouest. Oui, alors ça, je voulais finir dessus par celui-là. C'était c'est le recrutement, qui sont représentés en fait, par les 2 casques. Donc, le recrutement, tu l'as, ralliement. Voilà. Donc voilà, le ralliement. Donc vous permet justement de recrutement ou de recruter de nouvelles troupes ou de supprimer les dégâts, tel qu'on l'a vu. En faisant des lancers de dés, on peut supprimer les dégâts. Et ensuite, vous allez avoir on se soigne, on récupère les fuyards. Ensuite, vous avez les petites épées. Alors là, tu prends personnage. Voilà, qui permettent d'activer ces personnages ou de déplacer en fait une armée avec un chef ou un personnage.
par exemple. Et on va terminer sur donc, les 2D spéciaux, c'est-à-dire la volonté de l'Ouest, c'est la rune elfique, et l'œil de Sauron. Alors là, j'ai bien aimé la traduction œil nimbé de flamme. C'est magnifique, c'est beau. Et la volonté de l'Ouest, c'est un joker, ça permet en fait aux joueurs des peuples libres de faire ce qu'il veut. Donc oui, voilà, c'est super. En revanche, l'œil nimbé de flamme, lui, sa particularité, c'est qu'il c'est le seul résultat de dés qui permet d'activer les gobelins. Ah oui. Donc ce qui est intéressant, sachant que bien évidemment en début de tour, les deux joueurs roulent leurs dés et on sait tout à fait, on connaît les résultats des dés de l'autre. Donc il y a un petit calculatoire. C'est-à-dire que si, alors sauf cas particulier, c'est-à-dire qu'il faudrait placer justement un chef avec les gobelins et auquel cas, en utilisant une petite épée de Sauron, on pourrait déplacer son armée. Sinon, le seul moyen de recruter et d'activer les gobelins, ce sont l'œil de Sauron. S'il n'y a pas d'œil de Sauron, vous savez qu'a priori, les gobelins ne vont pas bouger. De la même manière, pour le méchant... Donc ils peuvent ne pas bouger du tout. Ils peuvent ne pas bouger, non pas de la partie quand même, mais ils peuvent être ralentis. De la même manière, si le joueur des peuples n'a jamais de volonté de l'Ouest, vous savez qu'il n'a pas de joker. Donc il pourra... volonté de l'Ouest. Ouais, et donc il ne pourra pas vraiment vous surprendre. Donc ça fait vraiment partie après justement de tout l'aspect un peu calculatoire, qui est quand même relativement intéressant parce que ce que je te propose, moi, monsieur Guillaume, c'est qu'on se fasse un petit début de partie, mais lors d'une prochaine Trick Track TV, non? Exactement, puisque là, je pense qu'on voulait avoir un condensé des règles. Là, on a vu à peu près comment ça se passait. Comment ça se passait, pour vous montrer la richesse déjà du jeu, j'insiste, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Cette richesse, il faut le dire. Il faut le dire. D'ailleurs, j'ai pas mis mon gilet de Hobbit pour rien non plus. Voilà. Mais c'est profondeur de jeu, un jeu donc avec des stratégies renouvelées. J'ai commencé à vous donner quelques pistes, notamment sur la gestion de la piste du destin. Une richesse également dans le nombre de personnages qui sont en jeu avec des pouvoirs particuliers. Et bien évidemment, un renouvellement de partie qui est relativement fort, puisque ce que vous avez tiré comme cartes et les dés, et puis bien évidemment aussi les résultats des combats, puisqu'on lance aussi les choix personnels, effectivement, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. On peut tester plein de manières de jouer. Donc bonne profondeur de jeu. Bonne profondeur de jeu. Après, bien évidemment... j'invite tous les Tolkienophiles à se jeter sur ce jeu. Et puis à ceux qui aiment bien aussi un petit peu ce genre de mécanique assez riche, à essayer, à découvrir. Ils auront forcément un copain dans leur entourage et encore à acheter le jeu. Et c'est vrai que je le répète, la partie c'est pas 60 minutes. Non, c'est oublié. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des règles avancées ou pas? Il n'y a pas de règles avancées. On a tout dès le début. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce qu'il y a cette richesse qui est tout à fait réjouissante. Bon, je vais vous montrer donc cette boîte. Tu nous rappelles quand elle sort, mois de novembre 2014, le 7 exactement. La bataille des 5 armées. Donc qui sera publiée en version française chez Yellow. Exactement. 2 joueurs uniquement. C'est très compliqué de jouer à plus de 2 joueurs. Je vois pas l'intérêt dans cette boîte. C'est un duel. Plus, mais on discute. Voilà, on discute. On peut jouer à 4. En effet, on discute. C'est sympa. 14 ans et plus, vous aurez compris aisément pourquoi. 60 minutes, mais c'est du pipeau, on l'a dit. Et donc voilà, combien? 75 €. 75 €. Ça tombe bien pour la fin de l'année. On se retrouve dans une prochaine Trick Track TV. On va voir si les forces du mal et les forces du bien, vraiment, ça se frite vraiment comment? Ça veut rien dire ce que j'ai dit là. Ouais, on se retrouve.